Bienvenue dans le club. Salut Alex. Salut Jeff. Alors Alex, en 2 mots, c'est quoi le club, le talk show positif? Alors le Talk Show Positif, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, c'est une émission pour découvrir ou redécouvrir un invité chaque semaine dans un décor qui change à chaque saison autour d'un fauteuil club qui est juste ici. Aujourd'hui, Exactement. ça va être une émission ludique, ça va être une émission artistique et entrepreneuriale. Et on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur tous les réseaux et sur YouTube. Donc merci. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être assez amusant. Effectivement, on a un créateur, quelqu'un qui est joueur, qui est créatif. Et il a invité aussi quelqu'un qui est créatif. Donc nous, on est ravis. C'est vraiment des sujets qui nous intéressent. On a le grand plaisir de recevoir le chef d'entreprise, Jean-Thierry Winstel. Salut Jean-Thierry. Salut. 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 Assieds-toi Jean-Thierry, connu parce que tu as créé BioViva et tu vas nous raconter ça. C'est le but de cette émission. Ok. De nous raconter ton parcours, comment c'est né, comment ça a grandi, quel sens tu mets à tout ça. Et puis tu vas mettre en valeur en plus quelqu'un de bien. En De cours très d'émission. bien, ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça Alex. qu'on peut remarquer qu'il y a un deuxième fauteuil, donc tout se passera autour de cette table un peu plus tard. Pour le programme de l'émission, il va être assez clair, assez simple. L'objectif, c'est de prendre son temps, donc on n'est pas pressé, on est là pour passer un bon moment ensemble. On commence par le Wiki Club, donc c'est Jeff qui a des informations sur ton parcours, qui va être en format questions-réponses, donc on va pouvoir échanger dans un premier temps sur ton parcours. Ensuite, on t'a demandé de nous ramener un objet, Ouais. donc tu nous as pas révélé, on va voir un peu la surprise, ce que tu vas pouvoir nous présenter pour cet objet. Et après, on va pouvoir accueillir donc la personne qui va s'asseoir sur ce fauteuil, mais j'en dis pas plus. Quel teasing. Ouais, et j'ai envie de dire, c'est presque dommage, on aurait dû présenter le Wiki Club et ton parcours via des dés et des cases aléatoires, puisqu'en fait Ça tout aurait- tourne autour du jeu en fait. Ça aurait été une bonne idée parce que effectivement, le côté ludique est juste fondamental chez un être humain. En fait, chaque être humain démarre son apprentissage dans la vie par le jeu. Moi, j'ai découvert ça tard, hein, des années après avoir créé mon entreprise. Et j'essaie de donner le côté noble du jeu parce que pour moi, il y a des jeux éducatifs, et après il y a d'autres jeux, et puis il y a d'autres jeux très très mauvais, des jeux qui ne servent à rien, des Oui. jeux d'argent. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que le jeu réunit tous les êtres humains, y compris les animaux les plus développés, démarrent aussi leur apprentissage dans la vie par le jeu. Donc c'est constitutif d'un être humain et c'est fondamental dans les processus d'apprentissage. Et c'est pour ça que j'ai créé BioViva. J'imagine que tu fais appel là à la notion de lien social, d'apprentissage, de langage. Enfin, c'est hyper vaste. Oui, un élément fondamental, c'est que le jeu, c'est de la liberté dans un cadre. On a tous besoin de ça. C'est juste énorme. Et effectivement, un jeu bien fait crée ce que j'appelle des moments de vie. De la convivialité, de l'échange, du partage, du rire, du fou rire, ce que vous voulez. Un bon jeu, c'est exceptionnel dans les relations humaines, c'est certain. Est-ce qu'un bon jeu, ça évite aussi d'être mauvais joueur? Non, certainement Il pas. faut être mauvais joueur pour Faut faire un bon certainement jeu. pas. D'ailleurs, tu as dit que j'étais joueur. En fait, moi, je ne suis pas particulièrement joueur. Moi, je suis branché nature, environnement, éducation. Ça, c'est mon truc. Et j'ai découvert intuitivement que le jeu était le support idéal. Et du coup, c'est intéressant sur ce côté, le cadre pour pouvoir justement, on dit souvent aussi pour être créatif, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des contraintes pour pouvoir sortir du cadre et être créatif. Ma question, c'est justement le processus de créativité. Comment est-ce que tu en arrives à vouloir créer des jeux et comment est-ce que tu développes ton premier jeu Alors, Là, on revient loin. Ouais, j'ai 25 ans. Nous sommes dans une île des tropiques, dans les Caraïbes. Il fait très chaud. Je suis dans un bureau avec une vue sur la mer qui est à 10 mètres de la plage, dans des conditions exceptionnelles, où j'étais détaché dans une ONG pour mettre en place un parc marin, une zone complète de développement durable, avec les parties prenantes du territoire. Et moi, j'ai une maîtrise de biochimie, ensuite j'ai fait une école d'agronomie, donc je suis un peu d'obédience scientifique. Et j'ai ce background-là en tête. Je me destine à remplacer Cousteau dans le monde entier. J'étais parti pour ça, parce que j'avais adoré ce qu'il avait fait, etc. Et j'avais aussi cette question lancinante qui est celle du comportement humain et de sa relation avec le monde vivant. Et malheureusement, le programme marchait très très bien, mais je me suis rendu compte que je retrouvais
des pêcheurs dans les réserves marines, des plaisanciers dans les zones récréatives, alors qu'ils avaient tous signé un engagement qu'ils allaient respecter le contexte qui a été validé par tout le monde. Là, je me suis dit, non, là, il y a un vrai souci. Et je me rappellerai toujours de cet instant, c'est une espèce de fulgurance. Je suis dans mon bureau et je dis, je vais créer un jeu. Tout de suite, c'est le forme, c'est le jeu. Je vais créer un jeu. Ouais. En fait, c'est pas un hasard, c'est un processus cognitif, conscient et inconscient, qui fait que paf, au bout d'un moment. Et là, je me dis, ok, et ça m'a plus quitté. Et donc, j'ai arrêté ma mission, que le contrat se terminait. J'aurais pu partir ailleurs, dans d'autres lieux fantastiques, puisque c'est là où je m'éclate personnellement, dans la nature. Et je suis rentré en France chez mes parents, je me suis remis au RMI, enfin, je me suis mis au RMI, enfin, un changement, quoi. Et pour créer le premier jeu qui s'appelle toujours BioViva. BioViva, et c'est le nom de la société. C'est le nom de la société. J'ai eu une chance incroyable parce qu'il a été élu jeu de l'année aux États-Unis, en France, au Canada, prix de la culture scientifique, ministère de la Recherche. Et il a remporté plein de trophées. Et ça a permis de lancer l'histoire entrepreneuriale de BioViva. Donc des études, tu l'as dit, plutôt techniques, scientifiques. Oui. Et 96, ce premier jeu-là. Comment, une fois que tu le conçois, comment ça prend les premiers essais, les premiers testeurs, les premiers joueurs? Alors, en fait, je démarre, je rentre des Caraïbes en septembre, je mets le paquet, je bossais comme un fou, 18 heures par jour. J'étais dans un truc à fond. À fond, puis il n'y avait pas de matériel à l'époque, les Macs, ça coûtait une blinde, j'avais pas de sous. Et donc j'avais un copain qui était photographe industriel, Cyril Boulanger, je te salue, qui m'a prêté son matériel informatique. Et je bossais la nuit. Il me le prêtait de 6h du soir jusqu'au lendemain matin. Et donc, moi, j'ai appris, j'y connaissais rien. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis dit, à Noël, en cadeau à ma famille, je vais sortir une espèce de prototype dans du carton ondulé. Ça s'appelait BioViva. Et j'ai dit, voilà ce que j'ai fait depuis 4 mois. Vous me demandez ce que je fais. J'ai dit, voilà. Très bon accueil. Joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et très bon accueil. Et ce prototype a évolué et je l'ai présenté à plein de salons. Et chaque fois que je le présentais, paf, il remportait le premier prix. Partout. En un an, il a remporté 18 trophées, mais parmi les plus prestigieux en France et ailleurs aussi. Et donc je me suis dit, tiens, je tiens un truc quand même. Et du coup, j'ai voulu proposer à l'Éducation nationale. Je me suis fait jeter comme un malpropre parce qu'à l'époque, on m'a dit, à l'école, on ne joue pas malgré la qualité de votre produit. Je suis allé voir l'UNESCO qui m'a dit c'est formidable, on va le mettre dans toutes les écoles pilotes à travers le monde, on va le diffuser dans plein de langues, etc. Résultat des courses, ils m'ont acheté 8 jeux, les traductions, je les ai financées, ils ont mis 1 an pour me payer. Donc je dis ok l'UNESCO, je vais créer ma boîte et j'ai créé ma boîte comme ça. Alors moi j'ai envie de savoir maintenant tout ça, c'est quoi le but du jeu de BioViva? Parce que ça le but du jeu de BioViva, c'est de te faire prendre conscience dans la joie et la bonne humeur de l'incroyable chance que tu as tout simplement d'être en vie. Voilà. C'est un programme énorme. Ah oui, mais c'est top, c'est exceptionnel. Et on peut toujours l'offrir à Noël cette année parce que je veux offrir ça à Vénus. Surtout, surtout, tu peux offrir plein de choses à Noël en allant sur le site de BioViva. À partir de quel âge? Alors, on a des outils qui démarrent à partir de 3 ans, jusqu'à 103 ans. Jacques Calment nous a dédicacé un de nos jeux. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, on va suivre justement cette progression. En quelques chiffres, tu as maintenant une vraie société avec, quand je dis une vraie, ça veut dire costaud, quoi. Qui pèse pas avec un jeu en carton. C'est de la production. Vous avez 30 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros. Oui. Depuis 96, 6,5 millions de jeux ont été édités. Oh, c'est bien plus maintenant en fait. Ouais. Ah, bien plus en cumulé. Avec cette année en fait les courbes, oui, parce que 2020 c'est 2 millions d'éditions de jeux rien que sur l'année 2020. Exactement, ouais. Et sur 2021. Avec notamment Définature, c'est le dernier. Ouais, alors ça c'est le jeu de société de la collection Définature qui cartonne. C'est un phénomène de cours de récré. Il se passe pas une semaine sans qu'on m'envoie pas un courrier, un mail en me félicitant, en m'envoyant des photos,
des vidéos, des échantillons d'enfants qui ont créé leur propre définiture. C'est incroyable. C'est exceptionnel ce qui nous arrive en ce moment. Et du coup, comment est-ce que tu l'expliques ça? Est-ce que c'est une tendance socioculturelle? C'est une prise de conscience? C'est les parents qui poussent là-dessus? Je pense que c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Que c'est une rencontre avec un concept qui vient de loin et une prise de conscience des individus qui fait que ça match. Et maintenant, le mariage se fait, la rencontre est réelle. Ça fait plusieurs années qu'elle existe, mais on s'est paxé et là, on va se marier. Et je pense que ça va durer assez longtemps, en fait. Génial. C'est génial et effectivement cette vocation, ce jeu et cette expansion, ils ont du sens parce que tu as dès le début, alors on l'a vu avec la genèse du premier jeu, mais en plus, au-delà du thème, c'est finalement la manière de le faire. Donc tu as choisi de faire des jeux éco-responsables, construits en local, 100% faits en France. Voilà, et donc les vertus et je dirais l'impact de cette production, de l'idée dans le contenu jusqu'au format, sont éco-responsables. Est-ce que tu peux nous étayer tout ça, hein, à la base, moi je ne suis pas un entrepreneur. Je me suis rendu compte, j'ai créé plusieurs entreprises, avec du recul, je me dis en fait je crois que je suis entrepreneur. Et moi j'étais plutôt contre les entreprises, je suis plutôt écolo de base, mais dans le bon sens du terme. Le marketing c'était un gros mot pour moi. Enfin, je voulais moi créer quelque chose, je voulais créer un outil, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Moi je savais. C'est parce que je me suis fait jeter de l'éducation nationale à l'UNESCO que j'ai créé ma boîte. Je me suis dit, il n'y a pas mieux que moi. Je vais aller dans le privé, oui, parce que... Voilà. Et tu vois, le privé, c'est un mot que j'aurais jamais employé à l'époque. Et puis, en fait, je me suis dit, mais tant qu'à faire, fais le max de ce que tu penses être juste et bon pour ton entreprise, pour la planète et pour les gens. Mais fais-le bien. Fais le bien, pour du bien, avec du bien. La baseline de BioViva, c'est faire du bien à soi, aux autres et au monde. Donc, BioViva, ça oblige. Tu as un niveau d'exigence, tu as un niveau de cohérence qui doit être exemplaire. Donc oui, je me suis beaucoup cassé les dents, je me suis fait... là aussi, enfin je veux dire, il y a 25 ans, je suis un pestiféré quand même. J'ai pas d'argent, je demande des encres à base végétale, des papiers recyclés, des cartons labellisés. Je refuse de parler. Enfin, et l'école n'en veut pas, l'UNESCO non plus. Je suis dans la salle à piqûre de ma mère pour démarrer. J'ai rien. Et en plus, j'ai quand même un diplôme. On dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des jeux, mais tu devrais être ailleurs. T'as quand même fait des études, quoi. Je dis ouais, mais j'y crois. J'y crois, et puis je l'ai sorti, ça fait comme ça, mais c'était un succès d'estime. Les gens trouvaient la démarche super, mais honnêtement, le public n'était pas au rendez-vous. Ça a été dur, ça fait comme ça, mais vraiment, ça a été très très fort. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent au départ en très peu de temps, alors que je n'étais pas parti pour ça. Et puis après, compréhension de ce que pouvait être le business avec des partenaires pas très fiables. Et puis, il a fallu repartir, et puis ça fait 4-5 ans. En consolidant les choses. Voilà, et toujours avec cette cohérence de fond, alors quand même, il faut le dire, 70% de nos concurrents achètent en Chine et se contrefichent royalement de la manière dont c'est fait. Je suis désolé de le dire, on est encore en 2021, je me désole, j'ai juste envie qu'ils nous copient. Copiez-nous, faites comme nous, faites-le bien, quoi. Bien sûr. Et j'ai une question moi, par rapport à ça, parce qu'on l'a vu donc aujourd'hui 30 collaborateurs et c'est en train ça accélère fortement. Oui. J'aimerais revenir sur qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui 30 collaborateurs et le moment où tu présentes à ta famille cet unique exemplaire fait en carton à la maison. C'est quoi les étapes à ce moment-là? Parce que tu le dis toi-même, je ne suis pas entrepreneur. Ouais, c'est une intuition. Tu t'es auto-formé pour pouvoir faire le jeu. Tu t'es auto-formé aussi pour trouver des partaires, faire qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Avant le premier jeu qui sort, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, c'est apprenez à vous connaître et suivez votre intuition profonde. Essayez de comprendre votre mission de vie le plus tôt possible et pas à 50 ans ou à 40 ans. Et ça vous donne une force exceptionnelle qui fait que
quoi qu'il advienne. Tu dis, ok, vous en voulez pas, mais c'est pas grave, ma voix elle est par là. Et le maître mot, c'est la pugnacité. Intuition, conviction et pugnacité. Ah ouais, il faut tenir. C'est des moments pas toujours faciles. Hein. C'est vrai, quand on dit la solitude de l'entrepreneur, c'est du vécu, surtout quand il est fan de développement durable. C'est quoi l'étape qui fait que tu te dis, bah oui, là ça y est, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie, mais ça y est, je suis lancé et je ne reviendrai jamais en arrière. Depuis le début. Depuis le début. Je n'ai même pas imaginé que j'allais pouvoir revenir en arrière. Okay. Je connais difficilement la marche arrière. J'ai tendance à accélérer. Je démarre à fond et j'accélère jusqu'à la fin, hein, globalement. Il n'y avait plus assez d'essence pour aller dans l'autre sens. Et puis je roule à l'électrique, donc tout va bien. Mais ce qui se passe quand même, c'est que c'est un parcours du combattant, mais Bioviva a 25 ans cette année. Et j'estime, et c'est extrêmement positif et excitant, c'est que j'ai bouclé ma boucle parce qu'aujourd'hui j'ai des mamans, j'ai des papas qui m'envoient des messages pour me dire j'ai grandi avec le premier jeu Bioviva et aujourd'hui j'offre des défis nature à mes gamins. Je dis ok, c'est bon, je peux y aller, je peux m'arrêter, je peux passer à autre chose. Et du coup j'ai créé la fondation Bioviva qui vient en aide aux enfants en situation d'exclusion. Alors on va en parler justement de cet engagement. Juste dire que l'envol et l'explosion, c'est aussi parce que tu utilises le phénomène de la grande distribution et quelque part, au moment où tu disais il y a 25 ans, j'étais un extraterrestre, hein, un ovni. Oui. On se rappelle des rayons bio à l'époque qui étaient dans l'alimentaire portion congrue. Tout à fait. Quelque part, tu as lancé le rayon bio dans le rayon jouet, quoi. Et ça, c'est complètement nouveau. Alors, ce que tu dis est tellement vrai. En fait, c'est Bioviva qui a lancé les jeux de société dans les magasins bio. C'est nous qui avons commencé. Bon, on est un petit peu les seuls, tant mieux pour nous, dans ces magasins spécialisés. Mais oui, c'est vrai. Et là où ce qui me touche le plus aussi, c'est que les gens me disent, mais en fait, ce qui est remarquable chez vous, c'est d'avoir tenu. C'est au-delà de la réussite commerciale, économique. Vous avez tenu. Et puis moi, je suis un dinosaure, quoi. Je suis un dinosaure. Mais il est encore là, quoi. Je suis un crocodile. 200 millions d'années, il est toujours là. Alors le message passe, tu crées de l'emploi, c'est structuré, ça explose, et maintenant tu en fais bénéficier parce qu'effectivement il y a cette fondation qui vient en aide aux enfants qui sont dans l'exclusion, dans la difficulté majeure, notamment dans des régions du monde où il y en a besoin. Explique-nous. Oui, 2017, crise des migrants. Je prends souvent, enfin ça m'arrive de prendre des notes la nuit. J'ai un petit stylo assez rigolo que j'avais trouvé au concours Lépine. Tu l'allumes, donc tu déranges pas celui qui veut raconter. Tu as juste l'éclairage sur ton petit calepin. Et j'avais écrit 1 million de jeux pour les enfants réfugiés. Bon, le lendemain matin, tu dis, je fais quoi ce truc? Et puis j'en ai parlé à l'équipe, j'ai dit, vous en pensez quoi? Il m'a dit, gueux, feu. Et on est parti. Et donc du coup, on a traduit les défis nature en arabe qui n'existaient pas pour les offrir dans les camps de réfugiés avec des ONG qui travaillent sur place. On a envoyé un collaborateur à S-Victor pour aller former les formateurs. On a des vidéos, des témoignages, c'est exceptionnel. Et au départ, ce n'était pas un projet, ce n'était pas une fondation. Et on m'a dit, mais il est tellement beau ton projet, fais-en une fondation. J'ai déjà d'autres boîtes. Une fondation, pour moi, c'est un projet d'entreprise, quoi. Bon, j'ai galéré. J'ai pas vraiment eu les conseils que j'espérais avoir, parce que c'est un monde à part, le monde des fondations, aller chercher des sous, des mécènes, tout ça, c'est pas évident. Mais là encore, on a tenu bon, pour l'anecdote. On avait bien fait les choses, avec un lancement presse, une agence RP, mobiliser les télés et tout. Et le lancement de la fondation Bioviva est arrivé le lendemain du décès de Johnny Hallyday. Autant vous dire que... Personne n'a il y avait Dormesson, il a dû mourir la veille, Johnny est décédé, nous on avait créé ça, c'est dit bon, on va peut-être en parler un autre jour, quoi. Ça s'appelle Bioviva for Life, vous avez offert 36 000 exemplaires de jeux. Alors, un peu plus, parce que le but c'était d'en offrir 1 million, et au départ c'était un programme, c'est le programme Bioviva for Life. Maintenant, la fondation, c'est la fondation Bioviva, et on continue à les offrir, mais on a eu plein de galères, puis surtout il y a le Covid, donc ça c'est quand même arrêté net. Et puis c'est pas facile d'envoyer des jeux dans les pays en guerre, enfin je veux dire, il y a quelques contraintes, mais on continue à le faire. Et puis comme ça nous éclate et qu'on n'a rien d'autre à faire, je lance là le premier programme international d'éducation à la biodiversité pour les enfants de 6 à 12 ans.
Donc ça c'est un truc de fou, mais là je rentre de Paris, j'ai rencontré des grandes institutions françaises dans le développement qui trouvent le projet super. Donc, et ça fait la transition avec une question là, qui me trottait dans la tête. Tu disais qu'à l'époque, l'accueil de l'éducation nationale, il n'avait pas été à bras ouverts. Est-ce qu'aujourd'hui, 25 ans après ou 20 ans après, il y a eu une évolution et tu sens que... Il se trouve que le 1er décembre, j'ai rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale. Je retente ma chance. 25 ans plus tard, on verra ce que ça va donner. Espérons que les mentalités, de toute façon, elles bougent parce que, par exemple, et par des gens comme toi qui ont la pugnacité, il faut avoir un esprit d'inventeur pour faire ce genre de... Quand tu fais des jeux, vous mettre un peu créatif. Voilà. Moi, je fais souvent le distinguo. Il y a plein de profils d'entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur créatif. Je suis un créateur. Je ne suis pas un gestionnaire. Je sais gérer une boîte quand même. Mais ne me demandez pas de me mettre à la tête d'une boîte de X centaines de personnes pour aller faire de l'EBITDA. Ça ne m'intéresse pas. Donc après, une des premières qualités d'un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Et ça, c'est important, ça prend du temps, c'est de plus en plus compliqué pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, de demain, de recruter. Bon courage avec la nouvelle génération qui arrive, parce qu'il va falloir s'adapter et comprendre comment on peut fonctionner différemment, vraiment différemment dans sa relation au travail. Et en même temps, c'est une génération, oui, qui est différente, il faut que tu t'adaptes toi. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus proches dans leur mentalité, les jeunes, avec ton projet, le sens et ce phénomène de vouloir changer le monde. Oui, c'est certain, et ça c'est très très bien. En fait, là on voit arriver, débarquer une génération, là, les 20-25 ans, waouh, ça décoiffe, c'est vraiment plus pareil, c'est particulier. C'est des gens géniaux, ils sont brillants, c'est des jeunes, ils ont des idées et tout, ils veulent aussi changer le monde, surtout ceux qui viennent chez nous. Ils ont un fort questionnement sur le sens, mais pour autant, la relation au travail n'est pas la même, quoi. Je veux dire, ça dépotait pas comme à l'époque, je veux dire. Ça a commencé par 18 heures chez toi à travailler. Oui, alors je demande, il faut pas le faire, faut avoir l'énergie, etc. Il faut pas le faire. Sauf que si vous avez vraiment envie. Mais 39 heures, c'est pas mal quand même quand on démarre. Plutôt que de demander tout de suite 35, voire 30 quand on a 23 ans. Ça, c'est plus compliqué pour moi. Et en même temps, il faut que je me dise, mais c'est pas la première fois que tu entends ça. Donc, tout ça, ça va changer. Le télétravail arrive. Nous, on a mis en place le télétravail à 3 jours par semaine pour tout le monde. Mais les jeunes d'aujourd'hui, désolé ceux qui nous écoutent, mais sachez que pour un vieux crouton comme moi, je comprends que vous avez besoin de sens et ça je le partage, mais ils ont aussi besoin de beaucoup de vacances très tôt dans leur vie. Et là je me dis, pour les entrepreneurs que vous allez être, faites attention parce que moi j'ai 3 indicateurs, temps, argent, énergie. Le temps, dans mes toilettes j'ai écrit la plus grande richesse d'un être humain en bonne santé, c'est le temps qui lui reste. Donc j'en ai de moins en moins, voilà. L'énergie, oui, c'est l'énergie de vie, j'en ai plutôt pas mal et je peux en distribuer un peu. Et puis l'argent, moi je vous souhaite à tous les deux d'en gagner autant que vous souhaitez, à condition de savoir comment vous le gagnez et ce que vous en faites. Et là, vous serez de super entrepreneurs. C'est un équilibre, et cet équilibre, il te vient du sens fondamental de ce parcours, de cette mission. Et de cette créativité, tu l'as dit, tu es un entrepreneur créatif, tu as besoin d'être inspiré et donc tu fais des rencontres. Je veux en venir à tout ça avec les symboliques que tu donnes. Oui. Toi, si tu nous parles un peu de toi-même, on t'a demandé d'amener un objet, une symbolique, ce que tu es au fond de toi. Ouais, alors, voilà, qu'est-ce que tu nous réserves? J'en ai ramené. Eh ben, il est là. C'est celui-là. Et en fait, j'ai ramené cet objet parce que... C'est quoi, c'est rien? En fait, comme j'étais en déplacement depuis le début de la semaine et que j'arrive directement du TGV, j'en ai pas. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, il est là et dedans, dessus ou à côté, on peut mettre énormément de choses. Et pour moi, là, il y a un truc qui s'appelle la créativité et c'est l'outil de tous les possibles. Si on veut changer le monde dans la joie et la bonne humeur, il faut beaucoup de créativité. Vraiment beaucoup de créativité et quand on démarre une entreprise, et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont démarrer tôt et ils seront plus nombreux, faites preuve de créativité parce que le monde en a besoin et que c'est comme ça que vous réussirez à vous développer et à vous éclater. Et ce que je retiens aussi, c'est quand on va changer le monde, je le range.
quand on veut changer le monde, dans la joie et dans la bonne humeur. Et j'ai l'impression aussi que ces deux valeurs-là, de vouloir, en fait, quand on s'aligne et qu'on met du sens dans ce qu'on fait, même si on travaille beaucoup, même si c'est difficile, même s'il y a des choses compliquées, on garde la joie et la bonne humeur parce que ça a vraiment ce sens-là. Et puis, si tu travailles sur la question de l'avenir de la planète, des générations futures, si tu le fais en donneur de leçons, avec des contraintes dans tous les sens, mais tout le monde s'en va. Il faut donner envie. Si tu ne donnes pas envie, tu n'attires pas les mouches avec du vinaigre et encore moins les gens avec du développement durable. On se trompe. On pense que c'est les individus qui vont aller vers le développement durable. Non, c'est le développement durable qui doit aller vers les individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer des outils, des services qui donnent envie. Et l'éducation de demain doit s'en inspirer parce qu'aujourd'hui, on a une éducation extrêmement descendante et pyramidale. Et c'est compliqué parce qu'on est nombreux à avoir besoin d'éducation. Mais l'éducation de demain, c'est quel est ton besoin? Et en fonction de tes besoins, on va mettre en place un programme sur ta relation à toi, aux autres et au monde. Et à travers ça, on va t'apprendre les maths, la physique, la SVT, le français, etc. Alors Raymond Devos disait rien c'est rien, mais 3 fois rien c'est déjà beaucoup, ça commence. C'est énorme. C'est énorme, 3 fois. Et donc cette main tendue qui parle de créativité, ben, on l'a saisie et on rebondit parce que tu as voulu justement parler d'artiste, d'art, de créativité et faire venir quelqu'un qui... je suis un artiste raté, manqué. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes. Voilà. Et donc, j'ai souhaité inviter une personne que je trouve absolument remarquable, qui a un parcours top, qui a été très courageuse, et je suis super content. Comme on m'a proposé, ça a été très spontané. Tu dis, hop. Et tu nous as proposé d'inviter une femme, une artiste, artiste peintre montpelliéraine, qui s'appelle Aurélie Salvin. Aurélie, si tu veux nous rejoindre, voilà, on t'accueille. Bonjour. Bonjour Aurélie. Assieds-toi à côté de Jean Thierry, tu le connais bien, vous allez nous raconter votre parcours et puis on va s'intéresser aussi à ton regard sur le monde, à ton parcours qui est atypique aussi. Mais d'abord, comment vous vous êtes connus alors, par l'intermédiaire de ces tableaux, on est invité chez des amis un week-end, je rentre, je vois un tableau magnifique, je reste scotché, je m'approche, je regarde de l'autre côté, il est encore différent. Je dis, oh, qui fait ça? Et là, on me parle d'une association qui s'appelle l'Artothèque, qui est un concept génial où on a un abonnement annuel et on peut emprunter des œuvres tous les 3 ou 6 mois. dont je suis la secrétaire. Ah, tout de même. Ouais. Et je cherche des tableaux d'Aurélie. Et on va sur le site internet et je les vois et à chaque fois, ils sont loués. Je me dis, c'est pas possible. Tous les 3 mois, j'essaie de premier pour pouvoir les prendre et j'arrive pas parce qu'elle avait peu d'œuvres sur le site de l'Artothèque. Et au final, j'ai réussi à en trouver un. Et je l'ai mis à la maison et j'en ai mis au bureau. Et je me suis dit, c'est génial. Et au final, ça a fini par une demande d'une œuvre assez grande que j'ai mis dans nos bureaux sous la verrière, parce que c'est des bâtiments qui sont assez magnifiques. On a vraiment des chouettes bureaux en plein centre de Montpellier et j'avais l'envie d'un portrait d'un enfant qui tournait vers l'espoir, qui a des étoiles dans les yeux. Et tout de suite, j'ai pensé à Aurélie, et puis elle est venue, elle a fait un super travail, une super relation. Donc je m'arrête parce qu'il faut qu'elle parle d'elle un peu. Non, mais d'autant que c'est de l'artifice, puisque Aurélie, tu n'es pas du tout artiste à la base. Tu es une imposteur. Et puisque j'imagine que tu avais ça dans ton ADN depuis le début. Mais comme beaucoup d'artistes qu'on accueille ici ou qu'on rencontre dans la vie, au départ, tu as un métier plus traditionnel, plus classique. Tu es documentaliste. Non, en fait, oui. Ouais. Dis-nous tout. Non, mais je voulais absolument être normale, être bien sous tout rapport. Donc j'ai essayé de mettre une couverture de livre. Donc j'ai fait droit, moi. Donc du droit, documentaliste. Ouais. Et j'étais documentaliste pour l'ordre des avocats pendant des années. Pour l'ordre des avocats, voilà. Donc c'est vraiment un métier où il y a de l'archivage, des documents, c'est très sérieux, quoi. Et des livres à mettre au pilon. Et des livres qui sont obsolètes parce que le droit évolue. Ouais. Et donc ces livres, ils sont voués à être jetés. Ouais. Et là, quand tu fais ton changement de vie et que tu dis, bah non, moi maintenant, allez, je me lance et je fais artiste, bah tu utilises cette matière première-là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, oui, parce que en fait, j'ai choisi le droit aussi parce que j'étais fascinée par l'écrit. Alors il y a toujours cette dimension-là dans mon travail. Il y a l'écrit et il y a l'image.
et le mélange. Et puis il y a l'autre, parce que moi je suis vraiment intéressée par l'autre, l'altérité. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le visage, c'est les portraits, c'est ce qu'on peut trouver dans quelqu'un d'autre que soi. Et du coup, c'était une façon de mixer les deux et en même temps de me venger de ces études qui avaient été longues et fastidieuses. J'ai envie de dire que tu mets de l'esthétique, tu mets de la couleur, tu mets de la vie dans des livres qui étaient peut-être plus figés, trop sérieux, etc. Et ça amène ce mix entre les mots, le sens, ce qu'il y avait dans ce contenu de livre et d'autres livres maintenant sur des œuvres. Et ce mix, c'est une métamorphose qui parfois est hasardeuse et puis parfois volontaire. Oui, il y a un message parfois que tu choisis. Alors oui, dernièrement, tout le travail de l'année dernière a porté principalement sur la figure de Camille Claudel. Et du coup, là, pour le coup, j'avais choisi certains des textes qui étaient à l'arrière. Et donc, elle s'est retrouvée sur le Panthéon de la Légion d'honneur, ce qui était quand même bien, même post-mortem, c'est quand même pas mal d'y être un jour. Et voilà, mais sinon, ça peut être complètement aléatoire. Et donc, je me retrouve parfois avec des trucs qui sont assez rigolos quand même. Et notamment un nu où il y avait une tirade, je crois que c'était le conseiller des familles qui était inscrit dans son fessier. J'ai trouvé que c'était assez savoureux, mais c'était absolument pas voulu. Voilà. Et non, voilà, donc... Et du coup, qu'est-ce qui fait, je me pose la question, au moment où tu passes donc quand tu es en transition entre mon ancienne vie, mon travail de documentaliste, finalement je vais vers ce métier d'artiste qui m'appelle et que je sens que c'est bon, c'est le moment, j'ai envie de le faire. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit pour passer de l'un à l'autre? Est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est petit à petit? Non, c'est petit à petit et je dormais plus assez. C'est ça le problème. Ouais. Non, au bout d'un moment, mes nuits étaient quand même très, très occupées. Et le lendemain, j'allais travailler. Et puis, j'ai changé de travail quand même entre-temps. Mais ça devenait... Puis, je pense qu'il y avait la crise de la quarantaine aussi. On cherche tous un sens à sa vie, etc. Et puis, voilà... Et je me voyais pas continuer comme ça. Et puis j'ai eu, pour le coup, c'est un peu comme Jean-Thierry, j'ai eu un succès d'estime assez rapide au tout début. Donc peut-être que je me suis pris le melon. Je croyais que ça allait être un terrain facile, voilà. Et après, bon, évidemment, quand on est artiste, on déchante vite. Hein, c'est compliqué. Il y en a qui chantent aussi. Hein, oui, voilà, mais pas moi. Mais il vaut mieux pas. Hein. Je pense si on tient à la météo de demain. Mais oui, donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place et ça en met toujours. C'est quand même un secteur où il y a beaucoup de monde, où c'est très concurrentiel et puis énormément de visuels. On n'a qu'à aller voir sur Insta. C'est difficile d'exister malgré tout, mais moi, j'y tire de la joie, c'est passionnant. Je remercie mes études de droit quand même au passage parce qu'il y a beaucoup finalement de rédaction, de communication, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est aussi être chef d'entreprise. Est-ce que toi, tu as justement ce ressenti qu'en tant qu'artiste, tu es aussi chef d'entreprise, tu es aussi entrepreneuse de ton Sauf que moi, je ne peux pas bien m'entourer par contre. En fait, je suis mon seul et unique salarié. Je suis à la fois le chef et la salariée de ma propre entreprise. Donc, tu vois, t'es bien entourée alors. Oui. Enfin bon, ça dépend des jours. Et en tout cas, au niveau administratif, pas toujours généralement. Mais oui, mais c'est être chef d'entreprise, être artiste. Hein, c'est-à-dire qu'on a aussi... même dans sa gestion voilà, du on a des quotidien, charges, on a un atelier, on a des contraintes, il faut et la valorisation des frais, d'un il faut travail, valoriser, il faut communiquer, il faut produire des textes, beaucoup, pour expliquer son travail, pour expliquer pourquoi on s'attache à une figure en particulier, pourquoi qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi, c'est toujours ça, on doit se poser la question plusieurs fois. Pourquoi. Et dans le pourquoi, justement, je te cite et tu dis, dans mon travail, c'est important le poids de l'histoire. Il y a comme un fil d'Ariane qui se tire. Et ça, c'est un point commun finalement avec Jean-Thierry, puisque le poids de l'histoire, c'est aussi ce qu'on a vécu et ce qu'on a envie d'anticiper, ce qui va être transmis dans le futur, d'un côté de l'art et de l'autre l'environnement, la nature, le monde dans lequel on vit. On a plein de points communs dans nos activités. Enfin, moi, j'utilise beaucoup c'est du recyclage. Je n'utilise pas de papier. J'utilise que des vieux livres et des vieilles pages. Et puis, tu redonnes vie.
Et oui, c'est sur l'empreinte mémorielle et je pense que Jean-Thierry travaille là-dessus aussi quelque part, sur ce qui nous porte aussi vers l'avenir. Enfin, ça nous aide à nous construire. Il y a construire. une citation qui dit pour savoir où tu vas, regarde déjà d'où tu viens. Donc ça, effectivement, c'est un premier point. On disait que voilà, parfois on fait avec 3 fois rien, mais elle fait avec 3 fois moins que rien des choses exceptionnelles. Du papier recyclé. Tu me disais que tu avais ton truc de gouache de l'époque du collège, quoi. Ah oui, non, ça me coûte 2 € à Auchan. Et franchement, c'est beau, c'est empreint d'émotion. Et je trouve que voilà, avec rien, elle fait quelque chose. Et pour moi, je trouve que c'est absolument exceptionnel. C'est d'une cohérence rare, quoi. Alors Aurélie Salvin, donc à mémoriser. Tu as bien sûr un site internet où on peut retrouver ton contact, tes œuvres. Il y a des commandes qui te sont faites en direct, des expositions. Voilà, comment ça se passe justement sur les expositions, sur ce côté-là? Est-ce que je ne connais pas grand-chose sur ce monde-là, mais est-ce qu'on rentre en contact avec, avec des lieux, ouais, tout le monde est bienvenu. Hein. Me proposer des expositions, no problème. J'étudie toute proposition, c'est toujours intéressant. Le message est passé. Non, voilà. Non, et puis après, les gens peuvent venir vous voir dans les ateliers. Hein. Il n'y a pas que moi qui suis concernée. Tous les artistes aiment bien recevoir dans les ateliers. C'est un endroit où on est un peu détendu, protégé. On est chez soi. On aime bien montrer son travail. Donc, à Pérols. Et donc, il suffit de prendre rendez-vous, parce que j'y suis pas toujours. Mais oui, c'est toujours bien aussi d'entrer dans l'univers d'un artiste. D'abord, c'est intéressant. C'est souvent un sacré bordel aussi, il faut prévenir tout de suite. Hein. Ça a un côté légèrement moins aseptisé qu'une galerie d'art. Voilà, c'est peu de le dire. Je crois que le propriétaire des locaux ce matin est venu chez moi et je pense qu'il a frôlé la crise cardiaque. Là. Mais bon, parce qu'il y avait du papier partout. La créativité, c'est le désordre. Hein, oui, enfin, jusqu'à un certain point. À un moment donné, il faut quand même faire un peu le ménage. Hein. En tout cas, Jean-Thierry, c'est une excellente idée de mettre en valeur quelqu'un comme ça qui s'est jeté à l'eau, c'est le cas de le dire, hein, c'est comme toi. Hein, donc il y a vraiment ce fil de l'entrepreneuriat qui vous relie et puis aussi le fait d'oser, en fait, hein, de vouloir exprimer. J'ai retenu aussi une phrase qui exprimait tes œuvres et je pense que c'est vraiment un point commun avec toi, c'est de fixer l'émotion. Et quand on fixe l'émotion pour un sens, pour faire passer des messages comme BioViva le fait, ou un message, une œuvre, tout simplement de l'esthétique, de la beauté du monde qui nous entoure, on réussit quelque chose. C'est ce qu'on essaye de faire nous aussi, de fixer une émotion au travers d'une émission, de donner de l'inspiration. Tu parlais de la jeunesse, d'inspirer ces gens-là. Il y a un moment donné, s'il n'y a pas d'émotion, ça va être compliqué de les entraîner avec nous dans du sens, quoi. Complètement. Et puis encore une fois, l'intelligence émotionnelle, elle existe trop peu dans les écoles et les collèges ou les lycées. Enfin, c'est constitutif d'un être humain et il faut apprendre à connaître les émotions, à les gérer aussi. C'est pas évident pour tout le monde de gérer ses émotions. Et puis ensuite à les transmettre. Donc oui, tout ça c'est fondamental et on est des êtres humains. Donc on est composé de chair, on a des sens et aujourd'hui on est au néolithique de cette compréhension-là. Et ça c'est un vrai défi. Je pense que si on a autant de problèmes vis-à-vis de la planète et des autres congénères dans d'autres pays, c'est parce que justement on n'est pas connecté avec tout ça. Et le travail d'Aurélie y contribue. Et moi je suis ravi de contribuer au travail d'Aurélie. Peut-être demain un jeu qui serait basé sur la transmission du savoir artistique. Alors c'est déjà fait parce qu'en fait on a développé des jeux avec la réunion des musées nationaux, des jeux qui sont aujourd'hui disponibles dans les musées où justement on essaie de mettre en avant et de valoriser l'art parce que c'est juste magnifique. C'est génial. Merci à tous les deux. Merci Jean-Thierry. Merci Aurélie. Merci à vous. D'avoir partagé ce moment. Alex, encore une fois, des profils inspirants, des profils positifs. On a envie de se rappeler du moment où tu es quand même en train de, il faut se le redire, de vivre un moment idéal sur une île paradisiaque et où tu dis, non, j'arrête, je rentre chez moi. En France, avec le RMI, je m'enferme et je vais corver, travailler, besogner, charbonner, comme on dit, pour pouvoir créer quelque chose qui est en carton ondulé. 25 ans après, ça a du sens, tu crées de l'emploi, tu fais passer des messages pour la planète. Donc d'abord, c'est un grand bravo et en plus, tu mets en valeur des belles personnalités. Merci à vous.
On espère tous que ce contenu vous a encore plu. Le talk show positif avec Alex, avec les studios PM qui nous produisent, avec Mona Market qui nous décore, c'est une idée de Gravity et on est très fiers d'avoir des personnalités aussi inspirantes qu'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Restez positifs. Au revoir.